Malgré ses meilleurs efforts pour la repousser, Lucia s'est montrée résiliente. Dans un retournement de situation inattendu, Lucia a pris l'initiative et lui a demandé s'ils voulaient étudier ensemble. Voyant qu'Andreas fut sans voix, Lucia l'a relancé, lui demandant s'il trouvait que c'était une bonne idée. Andreas a réalisé que refuser n'était peut-être pas nécessaire, mais il ne pouvait pas accepter sa proposition sans connaître ses véritables intentions. Il était certain qu'il y avait un motif caché derrière tout cela. Lorsqu'il a demandé à Lucia ce qu'elle voulait vraiment, elle a répondu qu'elle voulait simplement un partenaire de recherche. Elle croyait qu'Andreas avait un talent pour créer des choses incroyables et était impatiente de découvrir les médicaments qu'il pourrait concocter et qui n'existaient pas encore dans le monde. Cette révélation a laissé Andreas sans voix, car il n'avait jamais prévu cela et cherchait simplement à se soigner lui-même. Cependant, la connaissance de Lucia en matière de potions n'était pas seulement due à son talent. Elle souffrait d'une maladie grave que même les médecins et les pharmaciens célèbres ne pouvaient pas guérir. Elle n'avait d'autre choix que de l'étudier elle-même. Cette maladie lui avait été accordée par le système lui-même. Mais si quelqu'un n'était pas comme Andreas, qui avait beaucoup joué au jeu, il ne pourrait pas trouver le remède, car même Andreas ne connaissait pas le ratio exact. L'intelligence de Lucia était problématique pour Andreas car elle pourrait révéler sa véritable identité. Il semblait que Lucia avait entendu ce qu'Andreas avait dit en classe et l'avait cherché à cause de cela, mais ce dernier savait que s'impliquer avec elle de manière imprudente ne ferait qu'abréger sa vie. Il a donc fermement dit à Lucia qu'il n'était pas intéressé et qu'elle devrait partir. Mais elle attira son attention en mentionnant à haute voix l'autre ingrédient qu'il n'avait délibérément pas mentionné en classe. C'était le matériau principal que personne d'autre que lui ne devrait connaître. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle le savait intuitivement. À la vue de la tête que faisait Andreas, Lucia était sûre qu'il devait maintenant accepter de collaborer. Mais Andreas lui demande tout simplement de se retirer. Lucia ne semblait pas résignée et décide de le laisser y réfléchir. Bientôt, Andreas a commencé à douter. Quelques instants plus tard, il s'entraînait dans sa chambre avec son ami Nickel, en brandissant son épée en bois. Il ne pouvait s'empêcher de réfléchir profondément à la proposition de Lucia. Cependant, il restait convaincu d'avoir fait le bon choix, car les risques étaient trop élevés et il pensait pouvoir résoudre les problèmes lui-même. Le vrai problème était le manque d'argent, se dit Andreas. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, le bruit de l'épée de Nickel interrompit ses pensées, comme s'il le mettait en garde de se concentrer sur l'entraînement. Andreas admirait néanmoins la capacité de Nickel à sentir quand il n'était pas concentré. Après la séance d'entraînement, il aurait plus de temps pour réfléchir à sa situation. Plus tard, Andreas se retrouva dans les rues. La seule idée qui lui vint à l'esprit fut de demander de l'argent à sa sœur après qu'elle lui eut envoyé une lettre exprimant son manque. Cependant, il se souvint que l'Andreas précédent avait déjà fait la même chose. Il se sentit soudainement honteux, sachant que mendier de l'argent n'était pas la solution à ses problèmes, aussi désespéré soit-il. Pendant ce temps, Andreas attira l'attention d'une dame familière qui le connaissait déjà. Elle fut surprise de le voir porter un livre, car cela était inattendu de sa part. Elle supposa qu'il avait enfin trouvé la détermination de faire quelque chose, mais elle restait convaincue que sa personnalité médiocre ne pouvait pas être corrigée. Andreas remarqua également sa présence et décida de l'éviter délibérément. Elle n'était autre que Diane Alvan, la jeune magicienne de génie de la famille Alvan. Une autre personne qui pourrait facilement le tuer à l'académie. Ils s'entendaient bien quand ils étaient enfants, mais les dettes de la famille Cromwell les ont séparés. Andreas pensa que demander de l'argent à sa sœur était la meilleure option pour l'instant. Plus tard, il arriva dans la capitale de Rolden et se dirigea vers l'endroit où sa sœur l'attendait. Elle l'accueillit chaleureusement et lui demanda ce qui s'était passé avec les nombreuses lettres qu'elle lui avait envoyées et auxquelles il n'avait pas répondu. Andreas s'excusa et exprima ses regrets de l'avoir fait travailler malgré le fait qu'elle soit une dame de la famille Alvin. Cela l'a surpris car ce n'était pas dans ses habitudes de dire quelque chose comme ça. Elle l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas de sa faute et lui a demandé de ne pas être si dur envers lui-même. Sa véritable préoccupation pour lui, même après qu'il a eu profité de sa gentillesse, a fait se sentir pathétique et impuissant. Dans une tentative d'alléger l'atmosphère, Amy lui a demandé en plaisantant s'il avait encore besoin d'argent, mais elle avait déjà envisagé cette possibilité et en avait préparé pour lui. Elle lui a rappelé de ne pas le dépenser inconsidérément, et Andreas était reconnaissant. Il lui a promis qu'il la rembourserait certainement. En voulant récupérer l'enveloppe, elle a remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Elle a interrogé Andreas sur sa bague, le prenant au dépourvu. Il a rapidement inventé une excuse, prétendant qu'il l'avait enlevée pour ne pas la perdre. Mais Amy n'était pas convaincue. Son expression choquée révélait que la bague avait une signification importante pour elle. Elle sentait la fausseté de ce qu'il la disait. Alors Andreas ne pouvait que s'excuser une fois de plus, incertain de ce qu'il devait faire. De manière inattendue, Amy s'est levée et lui a dit de partir, affirmant qu'elle ne voulait plus le voir. Andreas a été pris au dépourvu par ces paroles et a essayé de s'expliquer, mais Amy s'est enfui, lui ordonnant de ne jamais revenir et qu'il n'avait plus besoin de la rembourser. Leur relation fraternelle était rompue, et Andreas a réalisé à quel point la bague qu'il avait vendue devait être importante pour elle.
C'était la première fois qu'il voyait Amici en colère, et il se sentait misérable à l'intérieur. Il s'est fixé un nouvel objectif, récupérer la bague dès que possible. Exister sans but n'avait aucun sens pour lui, et il n'était pas heureux de survivre seul. Il était déterminé à tirer le meilleur parti de ce qu'il avait. Avec cela en tête, il a décidé d'accepter la proposition de Lucia. Quelques jours ont passé, Andreas et Lucia avaient déjà commencé leurs expériences de fabrication de potions, tandis qu'Andreas travaillait dur. Lucia semblait se laisser aller aujourd'hui. Cela mettait Andreas en colère, car il avait l'impression d'être le seul à fournir des efforts. Cependant, il y avait des moments où Lucia changeait de vitesse et accélérait les choses. Chaque fois qu'Andreas se heurtait à un obstacle, elle se réveillait de sa somnolence et le guidait avec une intuition précise, allant droit au cœur du problème. Andreas ne pouvait s'empêcher de l'admirer pour cela. Néanmoins, il ne faisait cela que pour l'argent, et travailler avec Lucia semblait être la meilleure solution. Avec quelques ajustements supplémentaires, la potion qu'Andreas brassait amicalement commença à se mélanger, et au lieu d'exploser, elle se transforma en un liquide lumineux et coloré. Ensuite, la fenêtre du système apparut devant Andreas, l'informant qu'il avait réussi à fabriquer une potion de renforcement physique de qualité intermédiaire. L'excitation monta en lui, et il se leva de sa chaise, réveillant accidentellement Lucia au passage. Un sourire se dessina sur le visage d'Andreas, car cela avait enfin fonctionné. L'expérience de la potion était maintenant terminée. Étonnamment, une autre fenêtre du système apparut, lui indiquant le talent qu'il venait de recevoir, la capacité à brasser des potions, et qu'elle pouvait évoluer, avec une probabilité d'évolution de 32%. Andreas réalisa qu'il pouvait désormais évoluer des traits, ce qui signifiait qu'il pouvait essentiellement faire évoluer n'importe quoi si les conditions étaient réunies. La probabilité de 32% était inférieure à celle de l'évolution du vampire. Ainsi, il décida de patienter pour le moment. Pendant ce temps, Lucia était aux anges grâce à la potion incroyable qu'il venait de concocter, apparemment sans effet secondaire et utilisable au quotidien. Elle était impatiente de soumettre une demande au comité d'examen des potions immédiatement. Andreas, cependant, choisit de ne pas l'accompagner, convaincu qu'elle pouvait gérer cette étape puisqu'il avait déjà fait la majeure partie du travail. En réponse, Lucia lui assura qu'elle s'en occuperait avec joie, même si les examens de mi-session commençaient le lendemain. Observant son attitude pleine d'énergie, Andrea réalisa qu'elle avait été intentionnellement nonchalante. Pendant ce temps, loin en dessous, dans le donjon souterrain, Angela Lucifer était allongée sur le sol, pensant à Andreas, la personne responsable de son état actuel. Il semblait qu'elle était encore en pleine évolution, avec environ 15 jours restants avant son achèvement. Cependant, Angela ne pouvait pas voir la fenêtre du système, alors elle se demandait ce qu'Andreas lui avait fait. Son corps entier brûlait de douleur, et elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette souffrance. Malgré tout, elle attendait avec impatience la fin de l'évolution. Le lendemain, c'était le moment des évaluations de mi-session. Tous les étudiants de l'académie montèrent à bord du train pour atteindre le lieu d'évaluation. Pendant le voyage, Andreas saisit l'occasion de lire un livre et d'élargir ses connaissances. Il pouvait se détendre sans s'inquiéter pour Lucia car il savait qu'elle réussirait facilement le premier examen. Une fois le premier examen terminé, viendrait la tour magique, où se déroulerait la dernière partie. Andreas s'était entraîné assidûment, ce qui avait considérablement amélioré son escrime et sa nécromancie. Tant qu'il réussirait les examens de mi-session, tout irait bien. De plus, l'évolution du vampire était presque terminée, il prévoyait donc de vérifier son état par la suite. Il croyait que s'il fournissait une excuse à son retour, il serait probablement acceptable pour lui de lui rendre visite. Pendant ce temps, alors qu'Andreas s'occupait de ses affaires, la fille devant lui entama une conversation avec Diane, assis à côté d'elle. Elle lui demanda ce qu'elle pensait des examens de mi-session cette fois-ci, étant donné que les groupes et les demandes seraient aléatoires, la fille exprima l'espoir que si elle avait de la chance, ce serait un jeu d'enfant. Diane répondit que cela ne devrait pas importer avec qui elle serait à parier, mais la fille blonde avait une opinion différente. Elle croyait que ce ne serait pas si simple, car ce serait difficile pour elle si elle se retrouvait dans le même groupe qu'Andreas. Cependant, en y regardant de plus près, Andreas avait l'air d'un véritable étalon en ce moment, sa chemise ne pouvant à peine contenir ses muscles, ce qui surprit instantanément Diane car elle ne s'attendait pas à ce qu'Andreas cache un tel pain sous sa cape tout ce temps. Peu après, le personnel les alerta qu'il ne leur restait qu'une minute avant leur arrivée à la gare d'entraînement d'Orclan. Alors que le train s'arrêtait, le professeur leur donna l'instruction de débarquer et ils suivirent son ordre avec empressement. Maintenant rassemblés, le professeur expliqua le processus pour les examens de mi-session à venir. Comme mentionné précédemment, les examens se dérouleraient en groupes composés de membres aléatoires. Chaque groupe serait composé de 3 étudiants du département des guerriers, d'un étudiant du département de la magie et d'un superviseur. Les groupes auraient jusqu'à lundi pour accomplir leurs tâches assignées, les instructions étant délivrées, le professeur souhaita bonne chance à tous les participants et procéda à l'annonce des groupes quelques instants plus tard. Andreas ne put s'empêcher de maudire sa situation malheureuse dans cette académie remplie d'innombrables méchants, il se retrouva dans un groupe avec non pas un, mais 2 d'entre eux.
Le premier est un joueur qui a combattu le fanatique du culte Azargapri, et l'autre est le meurtrier indiscriminé de l'académie, Vivian la lunatique. On aurait dit que sa chance était vraiment celle d'un personnage minable. Notre protagoniste était perdu dans ses pensées quand quelqu'un l'appela soudainement, et il se retourna pour voir un gars aux cheveux bleus se présenter comme Christopher, un membre du même groupe qu'Andreas. Christopher regarda Andreas avec dégoût, non pas à cause de ses antécédents familiaux, mais parce qu'Andreas semblait s'entraîner comme un guerrier au lieu d'embrasser son rôle de magicien. Dégoûté, Christopher s'approcha d'Andreas pour le prévenir de ne pas se mettre en travers de son chemin. Andreas, ne voulant pas attirer d'attention inutile, décida de laisser passer. Heureusement, leur atmosphère hostile fut perturbée par un autre membre de leur groupe mal assorti, qui se présenta de manière fantaisiste, essayant de détendre l'atmosphère avec un sourire amical. Pendant ce temps, Vivian, avec son expression froide, se présenta plus en détail, ajoutant à l'atmosphère tendue un peu de morose. Maintenant, avec les trois méchants réunis, Andreas ne pouvait pas se débarrasser de son malaise intérieur. Pour aggraver les choses, leur groupe avait également un superviseur qui ressemblait à un chevalier de la pègre. On peut dire en toute sécurité que c'était le pire groupe jamais assemblé. Andreas ne pouvait que regarder impuissants ces personnages malheureux s'affronter les uns les autres en raison de leur composition inadaptée. Alors que le professeur observait que tout le monde avait rencontré ses groupes respectifs, il leur informa qu'ils devaient maintenant collecter les demandes spécifiques qui leur étaient assignées. Il leur rappela de faire de leur mieux pour revenir en vie. Cependant, compte tenu du groupe d'Andreas, il ne put s'empêcher d'avoir de sérieux doutes sur leurs chances de survie. Quelques instants plus tard, Andreas et son groupe étaient à bord du train, se dirigeant vers leur destination de mission. Alors qu'ils étaient assis sans rien faire, leur superviseur, Ivy Claire, saisit l'occasion pour se présenter formellement comme la superviseure du groupe 9. Avec cela réglé, elle passa à leur montrer la tâche qui avait été assignée à leur groupe. À l'examen plus approfondi, il semblait qu'ils devaient enquêter sur un village dans le territoire du baron Boloric. La rumeur disait que le seigneur du village de Trim avait été assassiné, et même un enquêteur mercenaire envoyé il y a 2 semaines avait disparu. L'urgence de la situation exigeait une enquête immédiate. Après avoir lu les détails, on leur demanda s'ils avaient des questions. Cependant, son comportement laissait clairement entendre qu'elle ne voulait pas être dérangée, comme si elle disait silencieusement « et c'est moi et je te dézingue ». Ainsi, sans poser d'autres questions, le groupe s'abstint de demander quoi que ce soit. Andreas ne put s'empêcher de remarquer qu'Ivy semblait beaucoup plus agressive que son homologue du jeu, au-delà du fait qu'elle deviendrait la plus jeune maîtresse d'Aura dans un proche avenir, on en savait peu sur son caractère. Ses compétences étaient réelles, mais Andreas craignait que sa personnalité puisse compliquer les choses. Alors qu'il réfléchissait à cela, Ivy décida de s'en prendre à lui également, ayant entendu dire qu'il jouait récemment en tant que chevalier, ce qui est très insultant à son égard. Alors elle lui demanda s'il connaît au moins un sort de lévitation. Cependant, Andreas en avait assez que les autres le sous-estiment, et il riposta avec des remarques en toute finesse. Il lui rappela qu'il ne voulait pas entendre de tels commentaires de la part de quelqu'un qui devait mâcher de la viande séchée pour garder son calme. La tension dans l'air monta brièvement. Heureusement, rien d'autre ne se produisit. Enfin, le groupe arriva à destination, prêt à se lancer dans leur enquête. Mais en posant les yeux sur les lieux, ils ne purent s'empêcher d'être surpris. Un château d'une telle grandeur n'était pas ce à quoi ils s'attendaient d'un simple baron. Néanmoins, ils avaient un travail à faire, alors ils entrèrent dans le château et rencontrèrent le baron Boloric, qui leur fournit volontiers une brève explication de la situation. Une fois que le baron eut fini de jacasser, Ivy le remercia pour les détails et avant qu'il ne puisse approfondir la question, le majordome interrompit en informant le baron de questions urgentes. Andreas, toujours sceptique, les observa de près, comme prévu, le baron s'excusa promptement, prétendant qu'il devait s'occuper de quelque chose d'important. Avec le départ du baron, le majordome s'excusa pour leur impolitesse apparente et leur départ abrupt. Il expliqua que le jeune maître du baron était malade, ne leur laissant d'autre choix que de s'occuper de ses besoins. Ivy, comprenant la situation, rassura le majordome en lui disant que tout allait bien, car ils avaient déjà rassemblé toutes les informations nécessaires. Ils précisèrent qu'ils partiraient bientôt et assurèrent au majordome qu'ils ne causeraient pas d'autres désagréments. Et avec cela, ils quittèrent le château. Bien qu'Andreas ne puisse se débarrasser de ses soupçons persistants à leur égard. Après leur retour de la voiture, Ivy exprima sa gratitude à Christopher pour le bon travail accompli et pour avoir veillé sur l'équipement. Cela étant réglé, le groupe se rassembla à l'extérieur du château avant leur départ. Ivy saisit l'occasion pour engager une conversation avec Andreas, partageant ses observations sur le comportement du baron. Elle ne put s'empêcher de remarquer le calme inhabituel du baron malgré la disparition de son neveu. On se demandait si c'était la raison pour laquelle Andreas insistait pour partir immédiatement. Andreas confirma ses soupçons, soulignant plusieurs facteurs qui semblaient suspects. L'histoire fabriquée sur les enquêteurs disparus qui ont perdu le contact, l'absence d'enquête de suivi malgré un mois entier écoulé et l'attitude particulière du majordome suspect étaient autant de signaux d'alarme. Il était évident que le majordome n'était pas satisfait de leur décision de partir immédiatement.
Il avait même essayé de suggérer qu'ils se reposent et partent le lendemain, mais ils avaient décliné son offre. La déception du majordome était indéniable. Leur anxiété était palpable, leurs tremblements, leur respiration laborieuse et leur comportement laissaient entendre que quelqu'un cachait quelque chose. Leurs soupçons grandissant, ils savaient qu'il y avait plus à cette mission qu'il n'y paraissait. Ils décidèrent à l'unanimité de se diriger directement vers le village de Trim sans délai, car ils étaient certains que la vérité les attendait. Et ainsi, ils se mirent en route pour leur voyage. Quelques instants plus tard, le groupe était toujours dans la voiture, se dirigeant vers leur destination aussi vite qu'ils le pouvaient. N'ayant rien d'autre à faire, Christopher a demandé quel était leur plan après leur arrivée au village et a suggéré de trouver un endroit où séjourner. Ivy, cependant, n'était pas d'accord, soulignant que l'enquête devrait être une priorité. Il devait commencer par examiner le château du propriétaire en premier, car même si toute l'affaire était louche, tout ce qu'ils pouvaient faire pour le moment était de le vérifier directement. Alors qu'ils continuaient leur conversation, Andreas a soudainement ressenti une étrange sensation dans sa manière qui devenait plus forte à mesure qu'il se rapprochait du village. Perplexe, il se demandait ce qui lui arrivait. Avant qu'il ne puisse trouver de réponse, la voiture a commencé à trembler de manière incontrôlable. Avec cela, Christopher est allé ouvrir le côté de la fenêtre et a demandé au cocher ce qui se passait avec leur voiture. Mais dès qu'il a vu le cocher, un choc a rempli son visage alors qu'il témoignait du cocher battant incontrôlablement la viande du cheval et bavant partout comme un maniaque. Il est donc devenu évident que le cocher était sous l'influence d'une substance. Faisant voyager la voiture à une vitesse alarmante, sans hésitation, Christopher a informé ses coéquipiers de la situation. Et comme on pouvait s'y attendre d'Ivy, le superviseur de l'équipe a rapidement élaboré un plan et a donné un coup de pied à la porte pour évaluer leurs chances de s'échapper. Malheureusement, il était déjà trop tard pour sauter en sécurité, elle a immédiatement averti tout le monde de se préparer à l'impact, sachant qu'ils étaient sur le point de s'écraser dans la porte principale. Comme à son avertissement, la voiture s'est écrasée à pleine vitesse, atterrissant au centre du village. Mais malgré le chaos qu'ils ont causé et le corps sans vie du cocher gisant sur le sol, les villageois semblaient impassibles, continuant leur danse comme s'ils étaient également sous l'influence d'une substance. Le groupe a rapidement réalisé que ce comportement bizarre était répandu dans toute la ville. Christopher s'est tourné vers Andreas, s'attendant à des réponses sur ce qui arrivait aux villageois comme l'image. Andreas devrait avoir quelques idées et comme il s'y attendait, Andreas était confiant dans sa conclusion et croyait que c'était plus qu'une simple anomalie et le fait que son mana réagissait indiquait la présence de magie noire. Peu de temps après, un enfant sous l'influence de la magie noire les a attaqués. Heureusement, ils ont rapidement désactivé ses mouvements. Ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer que cet enfant possédait une force extraordinaire bien au-delà de ce qu'un enfant normal aurait. Et puisqu'il avait dansé toute la journée, ses pieds étaient visiblement usés par tout le mouvement. Maintenant, le groupe est certain qu'ils ont affaire à la malédiction. Cependant, ce qui est particulier, c'est que le propriétaire a disparu depuis environ un mois. Si les villageois dansaient sans arrêt depuis, ils auraient dû mourir d'épuisement il y a longtemps. Il devient évident que quelqu'un prend soin d'eux, s'assurant qu'ils ne rencontrent pas leur destin. Après avoir réalisé cela, ils comprennent qu'ils se sont involontairement empêtrés dans quelque chose de problématique. Alors qu'Andreas contemplait la situation, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir que la version précédente de lui-même n'était pas morte dans ce jeu. Donc, s'ils avaient suivi la suggestion du majordome et s'étaient reposés au château, le baron aurait probablement couvert la situation. Cependant, puisqu'ils sont arrivés au village rapidement, tout a changé. Ils ont été entraînés dans une situation périlleuse. Il semble que le mana qu'il a ressenti est à un niveau similaire à celui de Charon, mais ne comprend pas comment une personne aurait pu l'utiliser à cette échelle. Alors qu'il s'immerge plus profondément dans ses pensées, Andreas réalise la possibilité que le coupable utilise un artefact pour y parvenir. Alors qu'ils envisageaient leurs prochaines étapes, Christopher a remarqué le silence soudain d'Andreas et n'a pas pu résister à demander si quelque chose n'allait pas, ce à quoi Andreas a avoué qu'ils avaient très peu d'indices à exploiter pour le moment, soulignant la nécessité de fouiller soigneusement la maison du propriétaire pour toute information précieuse. Avec cela, ils ont conclu que c'était le choix logique à faire, alors le groupe s'est dirigé vers le manoir. Cependant, à leur approche, une scène macabre a accueilli leurs yeux, un site qui ne pouvait être décrit que comme si le barbecue avait mal tourné. Les corps des âmes malheureuses étaient attachés et brûlés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, tels des briquettes de charbon de bois. Découragés par le spectacle macabre, ils ont continué à avancer avec une détermination inébranlable. Ensuite, Ivy, affichant sa signature d'audace, a donné un coup de pied dans la porte, révélant un intérieur hanté. D'innombrables corps sans vie jonchaient le sol, leur présence créant une atmosphère effrayante. À y regarder de plus près, les yeux de Christopher ont aperçu un corps portant la tenue de l'équipe d'enquête de l'Empire, et il semblait qu'une quantité considérable de temps s'était probablement écoulée depuis que ces individus avaient rencontré leur mort prématurée. Alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, Andreas ne pouvait s'empêcher de partager une théorie audacieuse avec le groupe. Il a suggéré qu'ils ne seraient peut-être pas en mesure de résoudre ce mystère par eux-mêmes, car, sur la base de leur découverte jusqu'à présent, ils croyaient qu'un mage noir était derrière tout cela.
Ivy, confuse par cette hypothèse, a demandé à Andreas les motifs de sa théorie. Andreas a expliqué qu'il avait senti quelque chose de louche avec les émotions des gens dans le village. C'était comme si quelqu'un manipulait leurs émotions et les exploitait pour la puissance magique. Et après tout, les émotions humaines étaient la force motrice derrière la magie noire. Cela l'a amené à spéculer que le propriétaire avait probablement été tué parce qu'il aurait posé un obstacle à la magie noire. Les plantes et les corps brûlés à l'extérieur du manoir semblent faire partie d'un rituel de magie noire sinistre. Mais ce n'était que des hypothèses, alors Ivy a conclu qu'il découvrirait finalement la vérité en capturant les coupables. Par conséquent, elle a rassemblé tout le monde et ordonné une recherche approfondie de chaque coin et recoin du manoir. Avec cela, le groupe a soigneusement parcouru chaque pièce, déterminé à trouver des indices qui éclaireraient la situation. Cependant, malgré leurs efforts, ils sont revenus les mains vides. Ils n'avaient même pas trouvé le cadavre du propriétaire. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête, leur attention a été attirée par les villageois contrôlés par l'esprit qui se rassemblaient à l'extérieur du manoir. C'était comme s'ils attendaient que le groupe entre dans le bâtiment. Cette réalisation leur a envoyé un frisson dans le dos alors qu'il devenait clair que le coupable faisait enfin un mouvement. Alors que la situation prenait un tournant soudain, ils sont retournés vers leur superviseur à la recherche de conseils sur leur prochaine étape. Il était évident qu'ils devaient arrêter leur recherche et quitter le bâtiment. Ivy a commandé Hazard de trouver une voie d'évacuation, et il a immédiatement agi. Cependant, étonnamment, des hordes de villageois sans esprit ont sprinté vers eux rapidement, atteignant le 2e étage du manoir, prenant Hazard au dépourvu. Juste au moment où il semblait que tout espoir était perdu, Christopher est venu sauver Hazard au moment opportun, sauvant son fessier du danger imminent. Le groupe était sur le point de se mettre en formation lorsque quelque chose d'inattendu s'est produit. Les villageois ont commencé à gonfler exponentiellement et avec une explosion assourdissante, ils ont éclaté, blessant Christopher là où il se tenait. Alors que Christopher gisait sur le sol, Andreas a été témoin de la scène traumatisante qui se déroulait devant lui, déclenchant son SSPT de sa vie antérieure. Paralysé par la peur, il s'est trouvé incapable de bouger, haletant frénétiquement et paniqué. Heureusement, Ivy et les autres ont rapidement reconnu que quelque chose n'allait pas avec Andreas et se sont précipités à son aide, l'ont aidé à se relever et l'ont guidé hors du manoir, optant pour sortir par une fenêtre pour s'échapper. Cependant, les villageois acharnés ont poursuivi sans relâche le groupe. Tandis qu'Andreas reprenait ses esprits, il a activé son pouvoir, appelé la Grèce pour entraver l'avancée des villageois. Mais puisqu'Andreas était toujours dans un état de panique, il a également utilisé une autre compétence sans considérer son stock de mana. Avec cette idée, Ivy a remis en question ses actions, lui rappelant de ne pas utiliser son mana de manière irréfléchie, et plutôt de se concentrer sur la localisation du mage noir. Andreas était convaincu qu'il pouvait faire exactement cela. Puisque le mage noir utilisait son mana si ouvertement, il a donc activé sa capacité de détection de mana, balayant chaque coin du village et comme prévu, il a détecté l'emplacement du mage noir, il a donc rapidement informé Ivy d'un emplacement pour lequel elle était reconnaissante, et ils s'y sont rendus à une vitesse fulgurante. En même temps, les coéquipiers d'Ivy ont eu du mal à suivre sa vitesse incroyable. En un rien de temps, ils arrivent à l'emplacement désigné tandis que le coupable les observait simplement de l'autre côté d'une fenêtre et sans hésitation, Ivy a donné un coup de pied dans la porte et est entré dans la pièce. Soudain, une barrière s'est matérialisée, séparant Ivy de ses coéquipiers. Il est devenu clair que c'était un piège depuis le début. Pour aggraver les choses, Ivy s'est retrouvé piégé dans son traumatisme le plus profond, confronté à l'image d'un frère décédé depuis longtemps. Alors que cet événement se déroulait, Andreas s'est trouvé incapable de briser la barrière tout seul car c'était au-delà de son pouvoir. Étonnamment, une voix inattendue a résonné, exprimant sa pitié pour la façon dont il s'était retrouvé piégé, comparant leurs difficultés à des papillons attirés par une flamme. Et en un instant, la barrière englobait tout le village, et la voix a continué, lui disant qu'il n'y avait pas besoin de se presser, puisque tout était ordonné par Dieu. Tout en exhortant Andreas à embrasser le nom de la paresse et la gloutonnerie. Cette révélation a surpris Andreas, le laissant se demander pourquoi ce nom apparaissait maintenant. Et il était cette surprise parce que le titre de ce jeu est le grand péché. Et à partir de la paresse, les 7 péchés capitaux ont été séparés du corps principal, le Codex Apocalypse. Et en les collectionnant tous, quelqu'un peut invoquer le dernier boss. Ce sont les éléments les plus importants pour l'histoire. Mais ce qui a intrigué Andreas, c'est pourquoi le nom a été mentionné ici à la campagne, un endroit qui n'apparaissait même pas dans l'histoire principale. Avec ces nouvelles connaissances, Andreas a compris qu'il ne pouvait pas relever ce défi seul, il a donc décidé de s'associer aux autres pour le moment. Après tout, affronter un ennemi redoutable comme celui derrière la barrière nécessitait un travail d'équipe et la force du nombre. Mais alors qu'Andreas s'approchait de ses coéquipiers, il ne pouvait s'empêcher de remarquer Vivian devenir fou, tranchant les villageois sans discernement. Innocent ou non, perplexe, il s'est tourné vers Hazard et a demandé ce qui n'allait pas avec Vivian, ce à quoi Hazard admit qu'il était tout aussi perplexe, car c'était la première fois qu'il la voyait se comporter ainsi.
Pendant que Hazard lui expliquait les choses, Andreas a réalisé qu'il ne pouvait vraiment pas faire confiance à ce type. Après tout, laisser un allié blessé se débrouiller seul en disait long sur son caractère. Cependant, la situation dégénérait, Andreas a donc décidé de jouer le jeu avec le rusé Hazard. Soudainement, la voix qui avait hanté Andreas a continué de les réprimander pour avoir tué des villageois innocents, ce qui a surpris Andreas car c'était la première fois qu'il entendait une voix qui résonnait dans les airs. Alors, Hazard a demandé à Andreas ce qui se passait, ce à quoi Andreas lui a expliqué que c'était probablement le mage noir derrière tout cela, et qu'ils étaient probablement près du superviseur Ivy. Et comme le bâtard dangereux l'a vu, il voit l'occasion de faire une excuse, prétendant être préoccupé par la sécurité d'Ivy comme un moyen de se séparer du groupe et de se cacher en toute sécurité. Pourtant, Andreas a vu à travers les véritables intentions de Hazard, trouvant son comportement trop évident. Néanmoins, il s'est dit que c'était mieux que d'être trahi ouvertement. Ainsi, il a permis à Hazard d'aller auprès d'Ivy tandis qu'il s'occuperait de la situation actuelle. Pourtant, les choses ne semblaient pas bonnes car Viviane continuait à déchaîner sa colère sur les villageois, comme s'il lui devait de l'argent. Andreas savait que la magie noire la rendait folle et qu'un mauvais mouvement pourrait facilement l'entraîner dans le chaos. Ainsi, il a abordé la situation avec la plus grande prudence. Soudainement, un essaim de villageois a encerclé Viviane, prêt à attaquer de tous les côtés. Andreas s'est préparé, inquiet qu'elle ne puisse éviter leur assaut. Cependant, ses inquiétudes ont été rapidement dissipées car Viviane n'a pas seulement évité leurs attaques, mais a également lancé une puissante contre-attaque, empalant les villageois ensemble comme une brochette de kebab. C'était une impressionnante démonstration de ses compétences de combat. Avec ce tournant inattendu des événements, le coupable n'a pas pu résister à l'opportunité de se révéler, se rendant compte que les actions de Viviane n'étaient pas conformes à ses plans. Et maintenant, se tenant devant Andreas, il le nargue, demandant ce qu'il prévoit de faire ensuite. Maintenant qu'il est tout seul et abandonné par son seul compagnon indemne. Andreas maintient son sang-froid et répond calmement qu'il se fiche des actions de Hazard, puisqu'il ne s'attendait à rien de sa part de toute façon. Amusé par le calme remarquable d'Andreas, le coupable fait une remarque à ce sujet. Andreas, avec un sourire malicieux, explique qu'il pensait juste qu'il était temps que le boss fasse son entrée. Après tout, chaque bonne aventure a besoin d'une rencontre dramatique avec le boss pour pimenter les choses. Pourtant, l'homme masqué est perplexe quant à l'origine de cette confiance inébranlable d'Andreas. En reconnaissance de son courage, l'homme masqué décide de lui donner un test de sa propre initiative. Et tout comme l'homme masqué l'avait dit, une aura sombre entoure Andreas, l'enveloppant complètement. Soudain, il se retrouve dans un royaume rempli d'étoiles, et son corps commence à se désintégrer. Confus et désemparé, Andreas ouvre les yeux pour se retrouver de nouveau sur le champ de bataille dans son corps précédent. Il lui vient à l'esprit que tout ce qu'il a vécu en tant qu'Andreas n'était qu'un rêve, mais il n'y a pas le temps d'y penser. Alors que les attaques impitoyables de l'ennemi continuent, le forçant à se concentrer sur la survie alors qu'il traverse le champ de bataille, il repère une silhouette familière, le laissant sous le choc. C'est son camarade Shoei au bord de la mort. Alors, sans hésiter, il s'est précipité à son aide déterminé à sauver son frère d'armes. Alors qu'il tient Shoei, une fusion de souvenirs inonde son esprit, entrelaçant les traumatismes de son moi passé avec son existence actuelle. Parmi les souvenirs, il s'est souvenu du visage de son père et de la façon dont il lui a conféré l'anneau de famille car tant qu'il l'a, il sera reconnu comme le véritable seigneur du ménage Cromwell. Et dans son dernier souffle, il dit à Andreas de ne plus être accablé par ce père dur et d'être simplement heureux avec ami. Avec cette révélation soudaine, Andreas sait exactement quoi faire, il se libère donc du domaine dans lequel l'homme masqué l'avait piégé, laissant l'homme masqué sous le choc. Puisque l'homme masqué croyait qu'il était presque impossible d'échapper à sa malédiction de paresse, il a donc demandé avec empressement à Andreas comment il avait réussi à le briser. Mais Andreas ne pouvait se soucier moins d'entretenir les questions de l'homme masqué, puisqu'il en a assez de tous les tours et jeux. Parce que pour lui, la malédiction de paresse de l'homme masqué n'est rien de plus qu'une tentative pathétique d'exploiter ses propres traumatismes. Ou peut-être est-ce simplement parce que les capacités de l'homme masqué sont tout simplement insuffisantes. Cela déclenche l'homme masqué, car il ne peut pas croire que ce gamin a l'audace de prétendre que c'est un problème de compétence. Il invoque donc sa lance et attaque Andreas. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la synchronisation entre Andreas et son corps précédent a été achevée. Par conséquent, Andreas a acquis son talent de combat de sa vie antérieure, atteignant un niveau exceptionnel. Ainsi, Andreas esquive sans effort l'attaque de l'homme masqué, frappant une corde sensible chez son adversaire. Andreas double sa provocation, demandant à l'homme masqué ce qu'il prévoit de faire ensuite. Et enragé, l'homme masqué lance sans discernement une rafale d'attaques alors qu'Andreas les esquive calmement sans transpirer. Cependant, même si l'homme masqué n'est pas particulièrement fort, Andreas se rend compte qu'il ne peut pas mettre fin à cette confrontation sans utiliser sa nécromancie. Après tout, cela devrait aller puisque personne ne regarde, donc Andreas active sa capacité d'invocation de squelette, mais avec seulement 9 corps levés sur les 23 détectés, cela ne répond pas à ses attentes. Néanmoins, c'est suffisant pour gérer le faiblard qui se tient devant lui.
En même temps, les yeux de l'homme masqué se remplissent de choc alors qu'il se rend compte qu'il fait face à un nécromancien. Cette révélation ne peut signifier qu'une seule chose. Andreas est affilié à la congrégation, l'infâme organisation de magie noire. Voyant la méprise de l'homme masqué sur son identité, Andreas décide de l'utiliser à son avantage. Après tout, un peu de malentendu peut être un outil puissant pour secouer son adversaire. Avec cette idée en tête, Andreas révèle à l'homme masqué qu'il a été chargé de la tâche importante de récupérer la page de la paresse au nom de la congrégation. Cette déclaration a rendu son adversaire frénétique car cela a rendu la bataille plus personnelle qu'elle ne l'est. L'homme masqué utilise donc tout ce qu'il a dans son arsenal pour tuer à la fois les squelettes et Andreas. Cependant, Andreas, étant maintenant plus concentré et plus habile au combat, bloque rapidement l'attaque avec son bouclier de terre. Et avant que l'homme masqué ne puisse lancer une autre attaque, Andreas a invoqué Nickel pour une contre-attaque surprise. Ainsi, alors que l'homme masqué lance une autre frappe, Nickel se révèle et annule sans effort l'attaque de l'homme masqué. Cela laisse l'homme masqué incrédule qu'un simple squelette ait été capable de couper à travers sa lance sombre. Se rendant compte qu'il ne peut pas vaincre Andreas avec ses compétences seul, l'homme masqué sort la page de la paresse et l'utilise pour entraver les progrès de Nickel. Il a invoqué plusieurs mains sous son commandement, déterminé à mettre fin rapidement à la bataille. Alors que la bataille s'intensifie, Nickel s'avère hautement capable de repousser les attaques de l'homme masqué, tandis qu'Andreas démontre des réactions rapides et des esquives habiles, réussissant à éviter toute l'offensive. Eh bien, tant que c'est seulement à cette vitesse. Cependant, juste au moment où ils pensent avoir vu les attaques les plus rapides de l'homme masqué, il révèle qu'il peut aller encore plus vite. Alors qu'il lutte pour esquiver, Andreas remarque que l'homme masqué a également du mal à contrôler sa vitesse, indiquant qu'il n'a pas encore complètement maîtrisé le pouvoir de la paresse. Avec cette réalisation, Andreas décide d'exploiter l'angle mort de l'homme masqué et de le frapper. Il se précipite donc à l'aide de Nickel. Mais malheureusement, l'attaque de l'opposant les surpasse, laissant Andreas le dernier debout, luttant pour reprendre son souffle. Frustré, Andreas maudit l'homme masqué d'avoir tué son squelette le plus précieux. Avec cela, l'homme masqué est convaincu qu'Andreas n'a plus rien dans son arsenal et prévoit avec confiance de le tuer, l'envoyant au même endroit où se trouve le squelette. Cependant, ce que l'homme masqué ignorait, c'est que pendant qu'il était entièrement concentré sur l'attaque d'Andrea, Nickel était silencieusement apparu derrière lui. Et dans un mouvement rapide et précis, Nickel a tranché l'homme masqué en deux comme un couteau à travers du beurre, tandis que l'homme masqué réalise enfin qu'il a été trompé. Mais il est trop tard car son corps se divise parfaitement en deux. Pendant ce temps, Andreas se tenait debout, ses talents d'acteur méritant une performance digne d'un Oscar.